Sentez-vous curieux, le podcast de la santé, mais pas que. Bonjour et bienvenue sur le podcast Sentez-vous curieux. Attention, aujourd'hui, édition spéciale. Un malfrat s'en est pris à votre santé et il n'a laissé que peu d'indices. Pour pouvoir le coincer, il va falloir mener l'enquête. Et pour ça, nous allons faire appel à un super détective. Alors, dans la vraie vie, point de super pouvoir. Notre détective est un gars comme un autre, avec les mêmes ennuis que les autres, qui essaye de faire de son mieux. En revanche, si on peut appeler ça un super pouvoir, il a pour mener à bien sa mission une base de connaissances, d'expérience et d'expertise. Et surtout, une logique scientifique, un raisonnement clinique pour accumuler le plus de preuves possible et coincer notre malfrat, et non un pauvre innocent. Pour ça, il va donc suivre une suite logique d'étapes pour obtenir le portrait robot le plus fidèle possible du coupable, le diagnostic. Et ce sont justement ces étapes que nous allons voir et détailler aujourd'hui. Du rassemblement d'informations pour pouvoir élaborer différentes hypothèses, en passant par les tests jusqu'à la prise de décision. Et vous allez le voir, en tant que témoin principal de ce cas, vous êtes essentiel à l'enquête. C'est vous qui avez les meilleures infos pour aider notre détective à mener à bien sa mission et co-construire avec lui le diagnostic. Avant de commencer, une simple réflexion. Est-ce qu'un enquêteur demandera un témoin sans même l'avoir interrogé ? Faites vos recherches sur Internet et on arrêtera le coupable d'après vos résultats. C'est peu probable. Tout simplement parce que sur Internet, il y a un tas de coupables potentiels. Et sans le dialogue entre le témoin et l'enquêteur, pas de co-construction du diagnostic. Internet ne sait pas faire le tri dans les informations que vous lui donnez. Il ne connaît ni le contexte, ni vos antécédents. Il ne sait pas quelles informations sont réellement importantes, celles qui demandent à être complétées. Alors il vous sort tout un tas d'hypothèses plus effrayantes les unes que les autres, sans aucune expertise ni explication. Et puis ça peut créer ce qu'on appelle un biais de confirmation. On va avoir tendance à abonder dans le sens de ce qu'on croit être le diagnostic et laisser de côté les informations qui pourraient mener au bon diagnostic. Alors, pour paraphraser un célèbre commissaire... Écoutez, laissez la police faire son travail, nous finirons bien par coincer ce meurtrier. Les cinéphiles auront sans doute reconnu le commissaire Bialès de la Cité de la Peur. Mais revenons à notre enquête. Comment faire pour élaborer dans un premier temps les meilleures hypothèses possibles ? Les seules infos que nous avons sont celles que l'on peut directement voir. Et notre malfrat, la maladie, il fait tout pour se cacher, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Tout ce qu'il nous laisse, ce sont des indices, les symptômes. Et à nous de reconstituer le puzzle. Pour mener notre enquête à bien, nous avons de la chance. Notre témoin principal est un témoin de qualité, c'est vous. Mais pour commencer, quand notre détective arrive sur les lieux, avant même de commencer à procéder aux interrogatoires, aux prélèvements de preuves et autres, il fait ce qu'on pourrait appeler les premières constatations. Et oui, le diagnostic commence dès que vous entrez dans le cabinet d'un thérapeute. Comment vous marchez, comment vous vous tenez, une sorte de première impression générale. Cette étape, même si elle est brève, est essentielle, car elle permet par exemple de voir si l'on observe une différence quand on vous demande de marcher et comment vous marchiez quand vous êtes arrivé. En effet, naturellement, on a tendance à s'appliquer quand on nous demande de faire quelque chose, d'autant plus si c'est une tâche qu'on fait quotidiennement sans y penser. J'en ai fait moi-même l'expérience quand j'appareillais des patients, particulièrement des enfants qui rencontraient des difficultés à la marche. Lorsque l'on fait les tests après la mise en place de l'appareil et qu'on lui demande de marcher pour régler l'appareil, on voit très bien qu'il s'applique par rapport à sa marche quand il est arrivé et qu'il ne réfléchissait pas. Et ce constat se confirme quand il repart. Dans ce cas, le but est de faire au mieux en fonction de ce qu'on a observé. Notre prochaine étape, enfin celle de notre détective, est de collecter des informations sur le cas et ce qui a précédé. Et c'est là que vous entrez en scène en tant que témoin principal du cas, le motif de la consultation. À ce moment-là, l'objectif du détective est de retracer l'histoire du cas. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse, du grec ana,
remonter, et mnémé, souvenir, l'anamnésis ou action de rappeler à la mémoire. La qualité de cette anamnèse est primordiale pour la suite. Tous les indices récoltés à ce moment-là vont permettre d'élaborer une ou des hypothèses. C'est donc par le dialogue entre le détective et le témoin que va se co-construire le diagnostic. Après avoir recueilli les informations classiques, nom, âge, état civil, profession, allergie, médicaments, etc., nous allons nous pencher sur le déroulement du cas, l'histoire de la maladie. Et comme dans toute bonne enquête, la précision de ces informations et le contexte sont essentiels pour écarter ou non un suspect. C'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. On essaie de différencier une maladie d'une autre aux symptômes potentiellement similaires. C'est un peu comme le jeu du qui est-ce. Le détective a plein de portraits de suspects devant lui et en fonction de ce que vous lui dites, il abaisse la photo qui ne correspond pas à la description. Le but étant d'avoir, au final, un seul ou à défaut le moins possible de suspects. Tout au long de cet échange, s'enclenche chez lui un processus d'analyse de ces informations basé sur ses connaissances, son expérience et son expertise. Pour s'aider dans ce processus, il se base également sur le principe du rasoir d'Occam, qui dit qu'il est logique de privilégier l'hypothèse la plus simple. En gros, quand vous entendez des bruits de sabots, vous pensez d'abord à cheval et pas à zèbre. Alors, commençons par le commencement, l'heure du crime et ce qui a précédé. Y a-t-il eu un fait qui pourrait expliquer ce qui s'est passé ? À quelle heure précise ça a commencé ? Comment ça s'est déroulé ? La localisation des différents protagonistes ? Est-ce que le braqueur est arrivé calmement dans la banque, ou au contraire en criant et en brandissant une arme et faisant peur à tout le monde ? Est-ce qu'il a fait des allers-retours entre la salle du coffre et la porte d'entrée, ou est-ce qu'il s'est installé à son poste et n'a pas bougé ? Comment était-il habillé ? Médicalement parlant, il s'agira d'être le plus précis possible sur le contexte et le ou les symptômes. Y a-t-il eu un événement marquant quelques jours avant ? Quand et comment ça a débuté ? L'intensité, de la température, la localisation, est-elle précise ou est-ce que ça irradie ? C'est-à-dire, est-ce que la douleur se diffuse ? Si c'est permanent ou au contraire intermittent ? La durée des crises, 6 crises ? Si ça vous réveille la nuit ? S'il y a des facteurs déclenchants ou au contraire qui vous soulagent ? Si vous avez d'autres symptômes associés ? Plus vous arriverez à être précis, plus le diagnostic différentiel sera efficace. Bien sûr, pas de panique, le détective est là pour vous aider à vous remémorer et à préciser certaines choses. Encore une fois, c'est un échange co-constructif et dynamique. En fonction de ces premières informations, il faudra peut-être remonter aux événements plus anciens qui ont précédé le cas, les antécédents. Parfois, notamment s'il ne les connaît pas déjà et si c'est pertinent à la vue des informations déjà récoltées, il vous demandera vos antécédents personnels, vos contextes et habitudes de vie, si vous avez d'autres pathologies, comme de l'hypertension, du diabète, du cholestérol, de l'arthrose, et si vous êtes traité pour ces maladies, si vous avez des antécédents chirurgicaux, été hospitalisé. Il peut également s'intéresser aux antécédents familiaux, toujours dans cette idée de voir quelle est la probabilité la plus forte pour privilégier une hypothèse plus qu'une autre. Sachez que si vous avez des résultats d'examen ultérieurs, il peut être intéressant de les présenter. C'est un peu comme si vous aviez des photos de suspects déjà pris en flagrant délit et notre détective peut regarder dans sa base de données si certains appartiennent au même gang de malfrats, s'ils peuvent avoir un lien avec le cas. N'hésitez pas à regrouper toutes ces informations dans un dossier dédié pour plus de simplicité. À savoir qu'aujourd'hui, la CPAM propose via Mon Espace Santé sur amélie.fr de regrouper toutes vos informations médicales, traitements, allergies, résultats d'analyse, compte rendu d'hospitalisation et de consultation, au sein d'un dossier médical personnel, le DMP, dossier médical partagé. Ainsi, toutes vos informations médicales vous suivent et sont complétées lorsque vous consultez un professionnel de santé. Il facilite notamment la collaboration et le suivi entre les professionnels de santé.
Cependant, celui-ci n'est pas obligatoire. Vous pouvez décider d'adhérer ou non au dossier médical partagé. Notre détective a donc déjà un grand nombre d'informations et peut élaborer une ou des hypothèses. En fonction de ces hypothèses émises suite à l'anamnèse, il peut alors décider de continuer son investigation. L'objectif est de voir quelle est l'hypothèse la plus probable, s'il en a plusieurs. Un peu comme s'il les faisait passer dans un entonnoir de plus en plus petit. Selon le professionnel de santé et les hypothèses, il peut immédiatement procéder à des tests physiques et ou à un examen physique. Par exemple, prise de tension, auscultation, palpation, inspection, afin de continuer d'affiner son diagnostic. Puis, il fait le bilan. Soit il a un portrait robot très convaincant du coupable et décide d'aller l'interpeller, c'est le traitement, soit il a besoin de données complémentaires, et là il fait appel à la scientifique. Plusieurs choix s'offrent à lui. Analyse, imagerie, tests sur des machines spécifiques, il va devoir choisir parmi toute une batterie d'examens complémentaires possibles ceux qui sont les plus pertinents, les plus parlants possibles pour pouvoir faire pencher la balance des hypothèses d'un côté ou de l'autre, sans perte de temps ni prise de risque pour le témoin. D'autres paramètres entrent en compte, le temps nécessaire et le coût de certains examens. Il faut être stratégique, toujours dans l'objectif de coffrer le coupable le plus vite possible sans dommages collatéraux. Un véritable équilibriste, notre enquêteur. Ça y est, la scientifique lui fait parvenir les résultats. Maintenant, il faut déterminer à la lumière de ces nouvelles informations quelle est l'hypothèse la plus probable et prendre une décision. En effet, le professionnel de santé ne détient pas la vérité, il ne fait que l'entrevoir. Hormis certains résultats très spécifiques qui permettent d'identifier un coupable avec certitude, un peu comme un résultat ADN sur une scène de crime, notre détective essaye de s'approcher le plus possible de 100% de probabilité, mais n'est que rarement certain à 100%. Donc, en fonction de l'hypothèse privilégiée, celui-ci peut décider soit d'intervenir en mettant en place un traitement, soit de faire confiance à notre propre défense. Et oui, n'oublions pas que la décision peut être une absence de traitement. Effectivement, nous avons tellement pris l'habitude de prendre des médicaments qu'il nous semble étrange de ne rien faire. Mais notre corps est équipé pour se défendre et se réparer, et dans certains cas, il arrive à combattre seul l'assaillant en quelques jours. Donc faisons confiance à notre détective et à notre corps. Dans tous les cas, le suivi, étape non négligeable aussi, va permettre de valider ou non notre théorie. Deux possibilités. Soit le tribunal, le traitement ou l'absence de traitement, a statué et reconnu notre suspect coupable, et celui-ci est incarcéré et vous n'entendrez plus parler. Fin de l'enquête. Soit malheureusement, il n'y a aucune amélioration, voire une dégradation. Dans ce cas, retour à nos hypothèses. Mais nous disposons à présent d'une nouvelle information. Et oui, l'absence de résultat, après la mise en place d'un traitement, est un résultat en soi, et une donnée complémentaire dans notre enquête. Les pièces du dossier sont donc réexaminées et complétées, des examens complémentaires peuvent être faits, mais pas obligatoirement, et une nouvelle décision est prise en suivant toujours la même logique de chaque étape vue précédemment. Un exemple pour vous montrer l'importance de l'anamnèse, pour bien connaître l'histoire d'une maladie. Une patiente vient consulter son médecin car elle s'est réveillée avec une vive douleur sur l'avant du pied, plus précisément le coup de pied. Il n'y a pas eu de traumatisme sur le pied et elle a la trentaine. À la suite de la consultation, le médecin suspecte une fracture de fatigue et l'envoie vers un rhumatologue, qui est un spécialiste de l'appareil locomoteur, plus précisément des os, des articulations, des muscles et des ligaments. On lui prescrit une radio pour vérifier l'hypothèse de la fracture de fatigue, mais rien à la radio. Une IRM du pied, mais toujours rien. La douleur est toujours là, mais toujours pas d'hypothèse concluante sur l'origine de cette douleur, et donc pas de traitement efficace. Il manque une pièce au puzzle. Elle retourne donc voir son médecin, et en creusant l'interrogatoire, la patiente fait état de crises de sciatique régulières, dont une très forte, quelques jours avant l'apparition de cette douleur au pied. Naturellement, la patiente n'avait pas fait le lien. En fait, cette information était primordiale dans la résolution de cette enquête. En effet, il peut exister un lien entre un conflit au niveau de la racine d'un nerf, en l'occurrence du nerf sciatique, et une douleur exprimée à distance de cette racine, ici au pied.
Le problème ne venait donc pas du pied, mais du dos. Et cette information qui ne semblait pas en lien direct avec le symptôme était en fait la clé de l'enquête. On voit également, grâce à cet exemple, que le symptôme peut se manifester à distance de l'origine. Comme on peut le constater, la tâche de notre détective n'est pas aisée tant les suspects sont nombreux et les coupables prompts à se cacher. Encore une fois, le professionnel de santé ne détient pas la vérité, il ne fait que l'entrevoir. Suivre ces étapes, anamnèse, hypothèse, test approfondi si besoin, décision et suivi, lui permet d'avancer pas à pas dans son enquête. Et l'échange ouvert avec le témoin est primordial pour arriver à co-construire une hypothèse probante et mettre notre malfrat sous les verrous. Comme vous l'avez compris, vous aussi êtes un acteur dans cette enquête, et même l'acteur principal. Et maintenant que vous connaissez les rouages, les questionnements et les enjeux, vous pourrez d'autant mieux y participer en préparant votre rendez-vous par exemple, ou en rassemblant vos informations médicales dans un dossier dédié que vous pourrez emmener lors de vos consultations. Avant de vous quitter, un dernier mot sur l'outil Internet. Comme vous l'avez compris en suivant cette enquête, penser que cet outil peut vous donner un diagnostic est bien illusoire. En revanche, il faut tout de même lui reconnaître une qualité. Une fois le diagnostic posé, il peut vous aider à mieux comprendre votre pathologie, notamment par le biais d'associations spécialisées qui sont d'excellentes sources d'informations, mais aussi, si vous en avez besoin, de groupes de soutien. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous renseigner. Et c'est sur ce conseil connecté que je vous laisse. Alors je vous dis à très vite et d'ici là, sentez-vous curieux.